De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, et parmi nous toujours nos éditorialistes Gracien Routouli-Guida et Camille Sari, et également avec nous Augustin Zinfoumou. Je rappelle que vous êtes sénateur et ancien ministre de Guinée équatoriale. Notre dossier du jour. Il est l'aîné du président en exercice de la Guinée équatoriale et son deuxième vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'État, Théodorine Nguema Obiang Mangué, est tantôt apprécié par ses pairs qui lui reconnaissent d'être compétent, tantôt critiqué à l'international du fait notamment de son train de vie. Jean-Célestin Edjangué et Nicolas Kukel se sont penchés sur le parcours de Théodorine Nguema Obiang Mangué. Depuis plusieurs années, Théodorine Nguema Obiang Mangué, le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, cristallise les passions et monopolise les perspectives futures de son pays. Victime expiatoire par une vendetta judiciaire des pays occidentaux, la France, l'Allemagne et les États-Unis réunis pour les uns, jeune politique disposant d'un atout précieux de filiation pour les autres. Le vice-président de la Guinée équatoriale, aficionado des actions pour la jeunesse, veut désormais incarner par un volontarisme la politique de l'émergence prônée par la Guinée équatoriale. Enquête. Chine, Afrique du Sud, Angola, Côte d'Ivoire, sous la houlette et le parrainage moral du président et surtout du premier vice-président, Ignacio Milantang, Théodorine Nguema Obiang Mangué voyage et porte la voix de la Guinée équatoriale. Deux axes, la coopération sud-sud entre les pays africains et le soutien au transfert de compétences avec les pays les plus avancés. Théodorine Nguema Obiang Mangué est le fils aîné du président Obiang Nguema Bazogo et de la première dame, Constancia Obiang Mangué. À 42 ans, il dispose d'un parcours gouvernemental éloquent. Dans un pays où la loi autorise les détenteurs de portefeuilles publics à mener des activités dans le secteur privé, Théodorine Nguema Obiang Mangué s'offre un développement sans limite. Arrimé à des partenaires qui savent faire de son entre-gens une porte d'entrée inévitable dans le business en Guinée équatoriale. Extravagant pour les uns, généreux pour les autres, l'amateur de musique, de belles automobiles et autres objets de luxe ne se prive de rien. Encore moins des controverses qui finissent par rattraper le flamboyant ministre, au point d'occulter son engagement et son travail pour le développement de son pays. Il n'en fallait pas plus pour qu'il se retrouve sur le banc des accusés, une justice française et américaine soucieux de fragiliser ce pays au développement arrogant selon eux, trouve enfin sa victime idéale et expiatoire. Ce sont des accusations fausses, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Leur objectif, c'était de me réduire, de ne pas me déplacer, de me donner beaucoup plus de la vie me donner plus de difficultés au niveau de déplacement, me rendre la vie dure. Comme si les multiples attaques dont il a été victime depuis les années 2000, dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis, ont contribué à forger chez lui un caractère et une nouvelle personnalité. En 12 mois, une autre personnalité émerge. Soucieux, par des actions politiques plus structurées, le vice-président de la Guinée équatoriale s'en sert comme une carapace. Les soupçons de détournement de deniers publics, les accusations de toutes sortes, le branle-bas des machines judiciaires semblent aujourd'hui comme un lointain souvenir. Ces épreuves, qui auraient terrassé plus d'un dans ce milieu politique où la notion de coup mortel est un euphémisme, semblent l'avoir subitement rendu plus lucide, plus réaliste, en somme, plus humble et soucieux de ses concitoyens. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays. Nos pères de l'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et on va continuer cette guerre. Aujourd'hui aux États-Unis, on m'a accusé. Je viens de gagner aux États-Unis, à Los Angeles. Les Américains m'ont accusé de la même façon, c'est les mêmes accusations. Parce que j'ai acheté les maisons à Los Angeles, je les ai achetées avec l'argent du peuple, etc., etc., l'avion. Mais aujourd'hui, le juge Jean Roux à Los Angeles a fait un dismiss. C'est-à-dire qu'il a rejeté définitivement l'accusation des États-Unis. Devenu depuis mai 2012 deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, en charge de la défense et de la sécurité de l'État, il est également vice-président du PDGE, le parti au pouvoir. Théodorine Nguema Obiang Mangué se doit alors de marquer son horizon politique. Théodorine, le fils du président de la République de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Bazogo, est d'abord un homme d'affaires qui investit dans le développement de son pays. Il travaille pour son pays en tant que vice-président nommé par le président Obiang. Et de ce point de vue-là, oui, on peut dire
le travail qu'il mène comme vice-président quand il va représenter son pays, il va prendre des contacts avec les pays étrangers, comme tout récemment en Afrique du Sud ou en Chine. À ce moment-là, on peut dire qu'il travaille pour cette perspective justement de l'objectif 2020 pour faire de la Guinée équatoriale un pays émergent. Homme d'affaires prospère, il est aussi un homme politique. Il veut nécessairement s'impliquer dans la construction de son pays, la Guinée équatoriale et l'Afrique, en développant le travail de la terre, seul axe de garantie sur l'avenir. C'est dans ce sens qu'il assumera ses fonctions de ministre de l'Agriculture et des Forêts de 1997 à 2000. C'est sous Théodorine que la Guinée équatoriale a engagé une vaste politique de préservation des ressources naturelles et environnementales, dont les premières mesures ont été la mise en œuvre de stratégies nationales et du plan d'action sur la diversité biologique, adopté en 2005. Certes, son accointance directe avec des industriels du bois ont sans doute altéré la réussite de ce programme comme il se devait. Ses résultats et son panache, par des actions pour la jeunesse, ont certainement milité pour sa nomination au poste de deuxième vice-président de la République de Guinée équatoriale. C'était en mai 2012. Mon fils est largement appuyé pour la jeunesse, par exemple. Il est vice-président du parti. Il a exercé comme ministre d'État pendant longtemps. Mais en lui donnant la confiance pour diriger la force armée et de la sécurité, je crois qu'il faut qu'il prenne une nomination qui ne correspond pas à la Constitution pour pouvoir diriger bien la responsabilité que je lui ai confiée pour gérer les forces armées et de la sécurité d'État. Aux couleurs de plusieurs visites officielles récentes dans différents pays d'Afrique, afin de promouvoir la coopération avec la Guinée équatoriale, il souhaite renforcer la vision de son pays sur des questions stratégiques de défense, de la coopération et surtout du transfert de compétences. Ce fut le cas notamment en Afrique du Sud, où il était question d'acquérir des hélicoptères de combat, ou plus récemment en Chine. Depuis notre arrivée en Chine, nous nous sentons comme à la maison. La Chine est un père pour nous, un allié sérieux. Depuis que la Guinée équatoriale a accédé à l'indépendance, la Chine a toujours été à nos côtés, même dans les moments difficiles. Notre coopération ne date pas de la période de découverte des ressources. Aujourd'hui, on voit bien que la Chine est un partenaire de toujours. Nous nous réjouissons du soutien que ce pays ami nous apporte, tant au niveau de la politique, de l'éducation, de la santé et dans bien d'autres domaines. Dans un pays où les nouvelles institutions comme le Sénat marquent l'ancrage démocratique, Théodorine Nguema Obiang Mangué veut incarner une vision résolument tournée vers l'avenir, une manière subtile de marcher dans les pas du président Obiang Nguema Bazogo. Cette ferme volonté de servir les intérêts de son pays et de son peuple pour le rayonnement de la Guinée équatoriale en Afrique et dans le monde a un revers de taille, celui de ne voir en lui qu'un héritier présomptif, comme le dénoncent les opposants, ses détracteurs et sans doute les pays occidentaux tentés de le museler par le canal judiciaire, ou alors celui de voir en lui l'incarnation d'une nouvelle forme de dirigeants politiques africains, décomplexés de toute autre vision que celle de l'émergence de leur pays. La génération politique Afrique 3.0. Seul l'avenir nous le dira. Alors, Augustin Nzenfumu, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser de l'action de Théodorine Nguema Obiang Mangué en tant que ministre, vous qui êtes donc sénateur et également ancien ministre de Guinée équatoriale, parce qu'on sait que c'est une personnalité qui est tantôt critiquée, puis tantôt reconnue comme étant compétente. Ça m'amène à poser une question. Critiqué par qui ? Critiqué par certains pays, critiqué par certains membres de l'opposition vous avez donné la réponse équatoriale. Exacte, par certains pays. Et je vous dirais, je connais Théodorine depuis sa naissance. J'ai vu naître Théodorine. Je ne suis pas très jeune, j'ai 64 ans. Et je peux vous dire que il appartient à cette génération de jeunes dont le pays a besoin pour continuer dans la voie du développement. C'est-à-dire qu'il apporte un souffle de jeunesse. Il apporte un souffle de jeunesse. Il apporte un souffle de jeunesse. Si vous avez suivi notre président tout dernièrement,
Et vous venez de le dire, j'ai été ministre de l'Information. Oui. Vous voyez, c'est un jeune qui est ministre de l'Information aujourd'hui. Nous, la génération de plus de 40 ans, bon, de 40 ans, 50 ans, alors nous sommes déjà des sénateurs, parce que là, on est beaucoup plus calme, on emploie moins de la force physique. C'est la voie de la sagesse. C'est la sagesse. Et je vous dirais que, d'abord, Théodorine, je ne sais pas combien de fois vous avez parlé, je ne sais pas si vous êtes arrivé à parler avec lui. Et en parlant avec lui, vous notez un monsieur qui a des conceptions claires de ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas parler de bien, parce que là, le prince des Émirats, ils ont toute la France, personne n'en dit rien. Moi, je ne veux pas, c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème, et c'est de montrer que c'est un faux problème. On cherchait au bien, on n'a pas trouvé au bien, alors on a dit, bon, mais voilà, le gars, l'enfant a des voitures, ça, c'est un faux problème, et je ne m'éterniserai même pas. Moi, c'est pour ça que je ne vous ai pas posé une question dessus, je vous ai demandé quel bilan est-ce que vous pourriez dresser, vous, de là. Voilà. Le bilan que je dois. En tant que ministre de l'Agriculture, vous voyez, celui qui a rempli les caisses de l'État pour la première fois. Parce que les exploitants forestiers, vous voyez, ce qui se livrait en Guinée équatoriale, c'était de corrompre à gauche à droite des gens et payer presque rien à l'État. Alors c'est avec lui, alors c'est lui qui a imposé, vous voyez, que les exploitants forestiers payent, vous voyez, les qu'ils devaient à l'État. Et deux, c'est sous lui, en tant que... Il est président de l'organisation des jeunes du parti. Oui. Voilà. Alors, c'est lui, il est arrivé à créer cette motivation de la jeunesse et cette conception par la jeunesse de que le pays leur appartient et ils doivent faire tout pour le bien-être, développer le développement du pays. Lui-même, vous voyez, il ne ménage aucun effort, je ne sais pas. Il va falloir que peut-être vous demandiez aux Équato-Guinéens. Moi, je suis du régime et je l'avoue. Peut-être vous allez interpréter que bon, mais là, je suis là et pour l'intérêt, moi, l'intérêt de défendre le régime parce qu'il est parti du régime, il est vice-président. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les critiques, en tout cas, fusent quelque part par rapport à cette loi, en tout cas en Guinée équatoriale, qui autorise donc un personnage public, quelqu'un qui détient un portefeuille public, d'avoir des activités également dans le secteur privé, parce qu'il y a quelque part un conflit d'intérêts, vous ne pensez pas? C'est reconnu par la Constitution. Le fait d'être membre du gouvernement n'empêche pas que tu puisses... C'est la Constitution, chaque pays s'offre la Constitution qu'il veut. Alors la Constitution équato-guinéenne n'empêche pas le ministre de serviteur public de se dédier à des activités privées. Ça, c'est pas interdit. Alors, oui, ce que je vous demandais, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêts dans ce genre de situation? Il n'y a pas de conflit d'intérêts à partir du moment où vous voyez que la Guinée équatoriale est l'un des pays, en Afrique centrale, l'un des pays les plus développés de l'Afrique centrale aujourd'hui. Alors, ça veut dire que les gens ne mettent pas tout l'argent du pays dans leur poche. L'argent sert à construire le pays, vous voyez. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de... alphabétisation, au niveau de la mortalité infantile, au niveau de la lutte contre le paludisme, la Guinée est en tête, la Guinée équatoriale est en tête. Aujourd'hui, vous voyez, en matière d'éducation, la Guinée équatoriale est en tête. En matière de construction de maisons sociales, la Guinée équatoriale est en tête en Afrique centrale. Alors, revenons à Théodorine. Oui. Voilà. Il représente cette jeunesse qui veut prendre en main le destin du pays. Et là, ça nous intéresse, nous, en Guinée équatoriale. Nos ancêtres,
avait lutté pour l'indépendance. Alors nous avons lutté pour la consolidation de l'indépendance que nos parents avaient conquis. Alors nous, que sont les parents là, nous avons besoin de cette jeunesse qui puisse prendre en main le développement du pays. Alors, vous savez, le programme d'Horizon 2020, alors il faut que la jeunesse pousse. Et nous sommes là derrière la jeunesse pour qu'elle puisse pousser et puisse continuer le travail que nous avons hérité de nos parents et qu'ils héritent de nous pour aller. Et aujourd'hui, vous sentez véritablement que la jeunesse équato-guinéenne est motivée pour remplir donc, la mission que... Oui. Alors, elle est très motivée. Alors, il faut que nous, derrière, nous leur donnions des conseils. Et ce que le président a établi comme programme, c'était établi comme philosophie. Que nous, alors, nous mettons de l'avant les jeunes et puis que nous les donnions des conseils pour qu'ils puissent continuer de l'avant. Et vous le voyez, le dernier gouvernement, il y a 60% sont des jeunes gens qui occupent maintenant des postes ministériels. Alors, quitte à avoir les vieux et les anciens qui leur conseillent. Moi, on le voit, hein, Gracien, actuellement, aujourd'hui, on pousse énormément la jeunesse à être beaucoup plus active sur le continent. Oui, c'est la place de la jeunesse pour demain, parce qu'il faut que même les anciens, les gens qui sont au pouvoir, quelles que soient les années, préparent aussi les jeunes, parce que demain, il faut préparer les jeunes, il ne faut pas que les jeunes tombent au pouvoir sans être préparés. Ça s'est passé dans plusieurs pays où souvent l'amateurisme des jeunes a ruiné des pays. Un pays comme la Guinée équatoriale, c'est un pays qui a de l'avenir, un pays qui prépare, qui a du pétrole, en même temps un pays qui doit préparer la jeunesse. Notre invité a parlé de certains chiffres, de la Guinée qui est le premier. Je pense qu'il y a certains domaines où la Guinée, notamment au niveau de la mortalité infantile ou la vaccination, ce n'est pas la Guinée qui est en premier. Oui, moi je dis pas le premier, mais je dis parmi les premiers. Oui, disons qu'il y a un chemin à faire. La Guinée a les moyens. Bien ça sûr, fait partie aussi de la jeunesse. Oui. C'est un pays donc, qui, avec le pétrole... L'objectif c'est 2020 en tout cas. L'objectif c'est 2020. Oui, c'est 2020. D'ici là... Aussi, il y a la jeunesse, mais aussi la Guinée doit préparer les ressources humaines qui vont assumer en 2020 cette préparation. Parce qu'il y a certains... Je pense qu'il y aura au cours de la semaine des thèmes liés à tout ce qui est préparation au niveau de l'émergence. La Guinée équatoriale est pleinement consciente qu'elle doit préparer. Vous voyez, quand la Guinée équatoriale a atteint l'indépendance, était le pays, je crois, le plus en recul au point de vue cadre en Afrique. Vous dire que quand nous avons atteint l'indépendance, il y avait un seul médecin. Un seul pour tout le pays. Et le seul niveau auquel les Équato-Guinéens pouvaient atteindre, c'était l'auxiliaire administratif. Et là, ça s'arrêtait là. Alors aujourd'hui, c'est le gouvernement de la Guinée équatoriale qui, pour la première fois, a créé l'université en 1995. L'université nationale. Aujourd'hui, l'université nationale a plus d'une quinzaine de facultés. Et c'est-à-dire qu'il y a un véritable investissement dans l'avenir. Et là, l'université afro-américaine qu'on est en train de construire à Oyala, je crois qu'elle sera l'une des plus grandes, moi je ne sais pas si la meilleure, en Afrique centrale. Alors, c'est-à-dire, on a conscience de que l'avenir ne peut se construire qu'avec les gens préparés, avec les gens instruits. Et c'est vraiment l'engagement ferme que le président de la République a pris. Et il est disposé à aller de l'avant pour que cet engagement soit une réalité. Alors on l'a vu dans le reportage, hein, des accusations mensongères, c'est ainsi qu'a qualifié donc Théodorine Nguema Obiang Mangué les accusations qui ont été proférées à son encontre. Le fait qu'aujourd'hui il n'est plus recherché par Interpol, est-ce que c'est une victoire, et le fait qu'il ait justement également gagné aux États-Unis? Non, moi je parlerai pas d'une victoire, mais c'est faire honneur à la vérité, vous voyez, et au droit. Et parce que
les accusations sont avérées fausses, et vous le savez, et tout le monde sait ce qu'il y avait derrière ces accusations. On cherchait le président Obiang, on n'a pas trouvé, alors on s'en a pris au fils pour ternir l'image du président, la famille du président, et patati patata. Alors, tout cela, c'est basé sur le fait que c'est au président Obiang qu'on cherchait. Vous voyez? Et puis, bon, on a fait du bruit autour de Théodorine, et puis, voilà, de voitures, et tout cela. Alors, on lui a reproché son train de vie, quoi. Alors, je vous poserai la question vous-même, si vous me permettez d'être vous interroger. Oui. Ils ont vendu aux enchères les voitures, quelques voitures. Où est-ce que se passait cet argent? A été rendu au peuple équato-guinéen? Alors moi je ne sais pas, vous me posez la question à moi, mais ça c'est vous voyez. Alors où est passé cet argent? Pour que vous voyez qu'il n'y avait rien, absolument rien. Alors il y a des prédateurs qui voulaient mettre la main sur des voitures et sur les biens appartenant à quelqu'un. Où était la justice française quand Théodorine avait acheté les maisons et qu'ils ont donné tous les papiers et qu'ils ont donné toutes les autorisations, ils étaient où? Pour que un bon jour, il se lève, il a. Vous voyez un peu? Alors, ça, du montage. Alors, et là, la vérité commence à sortir. Les États-Unis ont dit, mais ils n'ont rien vu, ils ont cherché, donc nous n'avons rien vu. Alors, l'Interpol a dit, mais vous voulez nous mettre dans un problème, nous sommes une organisation sérieuse, alors nous ne voulons pas vraiment du gaz, alors nous marchons pas. Le système judiciaire américain est différent du système judiciaire français. Aux États-Unis, vous êtes innocent tant que vous n'êtes pas universelle et unique. Justice. Oui, il y a une certaine, disons, incompréhension, beaucoup de différences entre... Il y a la justice occidentale, il y a aussi cette constitution équato-guinéenne. La justice justement, permettez-moi de continuer. Parce que c'est cette constitution qui permet d'être un homme d'affaires et en même temps d'être au rouage du pouvoir. On peut... Dans les démocraties occidentales, même dans plusieurs pays africains, il y a les constitutions qui interdisent quand on est président ou ministre. Il y a une différence de perception. Et oui, justement, c'est le conflit d'intérêts. Est-ce que quand on est ministre, par exemple, quel que soit le secteur, on est ministre des télécommunications, est-ce que si on ouvre une banque, est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte de favoritisme pour sa banque? Qu'est-ce qui peut se passer? D'autant plus que la Guinée, c'est un pays... Ça dépend du niveau de sérieux de la personne. La Guinée équatoriale, c'est un pays qui investit beaucoup dans le secteur public. Donc, il y a ce problème-là qui, éventuellement, on respecte la souveraineté d'un pays, la constitution de chaque pays a le droit de faire. Je vous laisse la parole de la fin. Le dernier mot. Non, mais là, vous m'avez demandé de faire le bilan de tout à l'heure. Je vous dis, nous, en Guinée équatoriale, allez en Guinée équatoriale, demandez les enfants, des femmes, des vieux, et demandez-leur qui est Théodorine. Vous voyez, c'est pas il n'est pas, personne n'impose ce gars. Alors c'est l'action qui s'impose. Et alors, moi je vous dirais que le bilan est positif. Et puis, alors moi je dis, c'est à nous les Équato-Guinéens à juger nos politiciens. C'est pas parce que là, c'est pas la communauté, au reste du monde, la communauté internationale qui n'est pas internationale ni communauté. On va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. En Libye, la situation sécuritaire demeure précaire. L'armée s'est déployée à Tripoli pour protéger la population. Des heurts mortels avaient opposé le week-end dernier des groupes armés aux miliciens de Misrata. En Centrafrique, le pays sous tension également, la population pointe du doigt les anciens éléments de la rébellion Séléka qui seraient responsables d'attaques à son encontre. Le président de la transition, Michel Jotodia, a annoncé son intention d'armer davantage les forces de l'ordre. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom. À suivre, zoom sur le secteur informel dans les économies africaines. Avantage pour certains et plaie pour d'autres. Un ouvrage lui est consacré. À tout de suite.